J'ai un tout petit point technique en préambule. Est-ce qu'il y a les caméras qui sont... Est-ce que c'est prêt? Ceux qui n'ont pas mangé... Faites comme moi. Non, moi non plus, je n'ai pas mangé. Et appliquez la devise macronienne. Serrez-vous la ceinture. Alors. Non. Je sais qu'il y a parmi vous certains qui vivent en Angleterre, qui lèvent la main. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent en France métropolitaine, qui lèvent la main. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui vivent dans la France d'outre-mer, qui lèvent la main. Je sais que certains sont venus de l'île de la Réunion. On les applaudit. D'autres sont venus de Mayotte. On les applaudit. Il me semblait aussi avoir vu quelqu'un qui venait de Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas s'il est là. On l'applaudit. Il y en a qui sont venus de l'étranger des États-Unis. Où est-ce qu'elle est, celle qui est venue des États-Unis? Ah, voilà. Christine Agathon-Burton, qui est notre déléguée d'ailleurs pour les États-Unis, on l'applaudit bien fort. Gère la délégation du Canada. Il y en a qui sont venus de Bulgarie. On l'applaudit bien fort là-bas. Il y en a qui sont venus d'Italie. On les applaudit. Il y a des Français qui sont également venus, je crois, de Chine. Je ne sais pas s'il est là ou s'ils sont là. Certains sont venus d'Espagne. Sont-ils là? Qui lèvent la main? Voilà. Au premier rang. D'autres sont venus d'Italie. D'autres sont venus d'Islande. Et puis je voudrais un mot tout particulier pour ceux qui sont venus du Québec, en particulier... j'appelle ici Manon Chevalier. Où est-elle, Manon? Alors, je vais vous présenter Manon Chevalier. Manon Chevalier est une femme extraordinaire, comme tous les adhérents et les adhérentes de l'UPR. Mais elle est peut-être extraordinaire au carré, puisque Manon, il y a maintenant bientôt 3 ans, elle est québécoise.
Et elle est venue nous voir à l'UPR, au siège, et elle nous a dit voilà qu'elle voulait... venez Manon. Elle voulait prendre une année sabbatique. Elle voulait prendre une année sabbatique pour nous aider à chercher les parrainages pour la présidentielle. Elle s'est installée pendant de nombreux mois dans un département qui n'est pas un département des plus ensoleillés ni des plus riants, puisqu'il s'agissait du département de l'Aisne. Et pendant plusieurs mois, elle a sillonné les routes de ce département en allant chercher des parrainages, alors qu'elle n'est pas française, qu'elle est québécoise, en allant chercher des parrainages pour me permettre d'être candidat à l'élection présidentielle. Et Manon, qui a d'immenses qualités, d'abord des qualités de cœur, mais aussi l'opiniâtreté de nos cousins d'Amérique, eh bien Manon a réussi à obtenir... Combien de parrainages ? 32 ou 34 parrainages. 34 parrainages. Alors, on a tardé parce qu'elle était retournée au Québec, mais j'avais pris un engagement, et vous savez que je tiens toujours les promesses que je fais. D'ailleurs, depuis 12 ans, vous avez pu mesurer que tout ce que j'ai dit, je l'ai fait, et que l'UPR fera, lorsque nous serons arrivés au pouvoir, ce que j'ai promis. Alors, il y avait une promesse que nous avions faite, que j'avais faite, qui était pour les chercheurs de parrainage. Ceux qui obtenaient plus de 3 parrainages obtenaient une médaille de bronze datée et dédicacée. Ceux qui obtenaient plus de 10 parrainages, je crois, obtenaient une médaille d'argent massif et dédicacée. Et j'avais dit, ceux qui obtiennent plus de 30 parrainages obtiendront une médaille d'or massif. Et puis je pensais que personne n'obtiendrait 30 parrainages. Eh ben si! Il y en a eu deux. Il y a eu 2 militants qui ont obtenu plus de 30 parrainages. Je voudrais ici citer, je ne crois pas qu'il soit avec nous. Il est où? Ah bah, alors David, venez avec nous alors. David. Ah. Voilà. Elle est où, Manon? Elle est là, elle est juste à côté. Elle est là. Alors, ce sont nos 2 finalistes. David Guillaume, qui a obtenu... Combien de parrainages? 41. 41 parrainages.
À chaque fois que je parle de David et de Manon, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que vous savez que David est non-voyant, et que donc Manon n'est pas française, et que les deux militants de l'UPR qui ont obtenu plus de 30 parrainages, eh bien, étaient l'un non-voyant et l'autre non-française, ce qui montre le courage, la détermination qu'il faut et que on peut abattre des montagnes quand on a le courage et la détermination. Vraiment, je vous prie de leur faire une ovation. Ce courage, je pense que Manon ne dira pas le contraire. Il émane aussi de cette personnalité qui est François Asselineau, qui nous montre l'exemple, un immense exemple de courage, de persévérance, de pugnacité, de ténacité, d'abnégation. Je vous demande de lui porter un tonnerre d'applaudissements. Ça vous fait pleurer, hein? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et ce depuis des années. Le travail que David et moi avons fait a été exigeant sur une période soit bien définie, ça a été intense, mais reste que de militer depuis plusieurs années, voire vraiment de très nombreuses années, de façon intensive, comme certains militants le font, en conciliant la vie familiale, la vie professionnelle, et aussi, je sais pour certains militants qui s'investissent énormément dans leur communauté, je dois dire que je suis très admirative de ce type de militantisme aussi, qui se fait sur la durée, et donc qui exige aussi beaucoup d'abnégation. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'applique la devise des anciens romains, pacta sunt servanda, c'est-à-dire les promesses ou les traités doivent être respectés. J'avais pris l'engagement un peu audacieux de donner une médaille en or massif à toute personne qui nous obtiendrait plus de 30 parrainages, en pensant qu'il n'y en aurait aucune. Et puis, il y en a eu deux. Donc, David, on lui a déjà remis lors de l'université d'automne, qui s'est tenue à Valère au mois d'octobre dernier, qui d'ailleurs a été un grand succès, puisqu'il y avait 1300 personnes qui sont venues à cette occasion. Donc, j'ai remis ça à David, que l'on applaudit encore une fois. En revanche, Manon n'avait pas pu venir à l'université puisqu'elle vit à Montréal. Et là, elle a fait le voyage pour venir ici voir notre soutien aux Brexiters. Et donc, c'est avec une grande fierté que, en notre nom collectif, je lui remets cette médaille. Alors, vous ne pouvez pas la voir, elle est en or massif. Elle a été faite spécialement à la Monnaie de Paris. Elle lui est spécialement dédicacée. Et elle représente sur l'avers la pièce de 1 franc en agrandi, hein, c'est d'ailleurs le logo de l'UPR, et au revers, il y a marqué UPR Manon Chevalier, présidentielle 2019. C'est une médaille en or massif que je vous remets, Manon.
Alors, pour la prochaine présidentielle, pour la prochaine élection présidentielle, si vous voulez avoir une médaille en or massif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après cette cérémonie de remise, je voudrais maintenant faire un point sur ce qui nous réunit aujourd'hui, ce soir. Cette opération La France libre, de nouveau à Londres, en 2019, qui, je crois, de l'avis unanime, a été un grand succès. Et puis également le 12e anniversaire de notre mouvement politique. Un grand succès pour l'opération La France libre, de nouveau à Londres, puisque hier, nous avons fait très fort, en fait. Enfin, ça avait déjà commencé, à vrai dire, avant-hier, puisque j'étais jeudi soir à Londres, et grâce à l'équipe de militants de Londres, je voudrais d'ailleurs remercier ici tout spécialement Dimitri de Vim, je ne sais pas où il est. Où est Dimitri? Voilà. Dimitri de Vim, qui est notre... Vous pourriez venir, Dan Dimitri. Non, vous préférez rester dans la foule. Dimitri de Vim, qui est notre délégué pour le Royaume-Uni, qui a été le grand organisateur de toute cette manifestation et que j'avais au téléphone dans les derniers temps plusieurs fois par jour. Je voudrais également remercier beaucoup Michael Pichon, qui est là, voilà. Je voudrais remercier les autres personnes, alors j'oublie un peu leurs prénoms, excusez-moi, mais tous ceux qui, autour de Dimitri et de Michael, ont œuvré pour la réussite de cette opération. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui, à Paris, à la fois le secrétaire général adjoint, la trésorière, Laure Avaux, qui est pour ceux qui s'occupent de la communication. Je voudrais aussi remercier les équipes de télévision de l'UPR qui sont venus, avec notamment Fabien Sema, Rémi Blondeau, Luc Barra, Nicolas Boyer, qui sont venus pour couvrir cet événement. Dès jeudi soir, j'ai organisé un dîner, j'ai invité à ma table, dans un bon restaurant de Londres. Parmi les gens qui ont accepté de venir, il y avait quand même 3 anciens ministres britanniques qui étaient là, très intéressants d'ailleurs, et puis le professeur, un des 2 professeurs d'université qu'on a eu hier soir, qui était à table, et c'était extrêmement intéressant d'avoir ce dîner avec eux, puisqu'ils m'ont annoncé d'ailleurs dès la veille que le 3e vote serait rejeté. C'est ce qui s'est passé, comme vous le savez, hier soir. Le 3e vote sur l'accord de Madame May a été une nouvelle fois rejeté. Alors, vous savez qu'hier, vous avez assisté, certains d'entre vous sont allés à la Churchill War Room. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller parce que j'étais un peu submergé par les derniers préparatifs. Et puis surtout, nous avons eu notre grande soirée d'hier, qui, je crois, de l'avis unanime, marque un tournant dans l'histoire de l'UPR, puisque nous sommes le seul parti politique en France à pouvoir faire ce que nous avons fait, c'est-à-dire réunir 700 personnes dans un endroit ô combien prestigieux qui était le Church House Westminster, dans un endroit et un lieu ô combien bien choisi, puisque c'était juste à côté de la Chambre des communes et juste à côté de la fin de la marche des Brexiteurs. Ça s'est trouvé comme ça. Lorsque j'avais décidé d'organiser cette réunion... il y a plusieurs mois, et lorsque nous avions pris la location, il y avait évidemment un pari, puisque nous espérions que demain à 23h, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne. Ça n'a été, je l'espère, que reporté, mais vous avez vu quand même à la fois la qualité des personnes qui sont venues, puisque nous avons eu d'anciens ministres, je pense à Lord Hamilton, ancien ministre de la Défense, je pense qu'il est conservateur, je pense à Madame la députée qui était du Parti travailliste, ancienne ministre des Sports, je pense à un autre ancien ministre de la Sécurité qui était présent parmi nous, je pense à Henry Bolton qui est le président d'un parti qui s'appelle One Nation, qui était l'ancien bras droit de Nigel Farage au UKIP, je pense
aux différents professeurs d'université qui se sont rassemblés, notamment, j'aurais un mot tout particulier pour monsieur Lee Rotherham, qui a été celui qui parlait, qui a fait une partie de son discours en français, s'il vous plaît, qui a été d'un appui constant. Je suis fier de dire avec vous, et je crois que tout le monde l'a noté, qu'il s'agit hier du plus grand rassemblement politique de Français à Londres depuis 1940. Je voudrais également souligner que nous ne sommes pas passés inaperçus quelques heures avant cette soirée, puisque nous avons défilé avec des filières, avec des bannières Frexit, justement à la fin du rassemblement organisé par les Brexiters. Et vous l'avez vu, ceux qui y étaient, eh bien, il y a eu un défilé de Français avec des bannières Frexit et des drapeaux bleu, blanc, rouge, qui a été ovationné par le public britannique. Merci à eux. La seule petite ombre au tableau, c'est que les grands médias français ont décidé de ne pas couvrir cet événement. Les états d'âme de Madame Levavasseur ont eu droit à des centaines d'heures sur les grands médias. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait poussé cette femme qui était promue par Bernard Tapie comme étant une tête de liste possible des Gilets jaunes. Lorsque on apprend que Madame Trogneux, épouse Macron, a décidé de changer la moquette de la salle des fêtes de l'Élysée, on en entend parler dans tous les journaux de France et de Navarre, les radios et les télévisions. Mais lorsqu'un parti comme l'UPR parvient à ce tour de force de faire venir à Londres 700 personnes, disons 650 personnes, compte tenu de ceux qui habitent à Londres ou au Royaume-Uni, qui, à vos frais, c'est vous qui avez payé les frais de transport, c'est vous qui avez payé l'hébergement, c'est vous qui avez payé la location, une partie de la location de la salle et du dîner, eh bien, il n'y a aucun mouvement politique français, et je crois même d'ailleurs aucun autre mouvement politique européen qui soit capable de réussir ce tour de force que nous avons fait ensemble hier soir, 700 personnes accueillies par 5 ministres anciens. Dans l'équipe de UPR TV, je m'aperçois que j'ai oublié de citer Micha, qui fait partie de cette équipe. L'équipe de UPR TV a, rassurez-vous, fait toutes les captations de cette soirée. Ils sont en train de travailler. Nous allons mettre ceci en ligne avec la traduction simultanée, bien sûr. Mieux que c'est dans des conditions techniques meilleures que ce qui a été diffusé en direct. Dans quelques jours, vous disposerez de l'ensemble de cette soirée avec des extraits, avec la totalité, avec également un partage selon les différentes interventions. Il vous appartiendra de diffuser cette information le plus largement possible sur Internet parce que, eh bien, nous allons contourner, comme nous le faisons depuis 12 ans, nous allons contourner l'omerta médiatique parce qu'il faut que les Français sachent qu'il y a eu un parti politique qui a réussi à faire venir 700 de leurs compatriotes pour célébrer la France libre de nouveau à Londres et pour être entendu et acclamé non seulement par des Britanniques, mais approuvé et acclamé par rien moins que 7 anciens ministres travaillistes ou conservateurs des gouvernements anglais. Alors, ce soir, on est plus entre Français, puisque
Ce soir, c'est le moment de célébrer avec 5 jours de retard le 12e anniversaire de l'Union populaire républicaine que j'ai créée le 25 mars 2007. Vous le savez, j'ai créé ce mouvement politique dans le plus grand dénuement. Enfin, j'étais pas à poil, mais bon. Pas un seul soutien politique, pas un seul soutien médiatique, ça continue, pas un seul soutien financier. Regardez quand même le chemin que nous avons parcouru en 12 ans. En 12 ans, nous avons dépassé, alors je regarde en ce moment, exactement, c'est combien? En 12 ans, nous sommes parvenus au moment où je vous parle, l'UPR compte 35 367 adhérents. Je ne doute pas qu'il en comptera encore de nombreux autres dès ce soir, puisque ceux qui ne sont pas adhérents dans cette salle seront obligés d'adhérer pour en sortir. Il vous suffit de remplir cette simple feuille volante, de sortir votre carte bleue, et je vous ferai l'opération Madonna, c'est-à-dire que je vous dédicacerai une carte spéciale à mon effigie que vos petits-enfants pourront revendre chez Christie's New York dans 30 ans avec une forte plus-value. Donc profitez-en dès ce soir. En 12 ans, nous ne sommes pas seulement passés à 35 367 adhérents. En 12 ans, nous avons eu un candidat à l'élection présidentielle, ce qui est difficile, très difficile, pour beaucoup de partis politiques. C'est ce qui nous distingue de tous les autres petits partis. Nous sommes entrés dans la cour des grands à partir du moment où nous avons eu un candidat à l'élection présidentielle. Et quel candidat! Nous avons réussi à avoir le plus grand nombre de candidats aux élections législatives en 2017. 574 candidates et candidats. Sur 577 circonscriptions, aucun autre parti politique n'est parvenu à cela. Au cours de l'année 2018, nous avons présenté des candidats à toutes les élections législatives partielles, à la seule exception de celle de Wallis et Futuna. Et nous avons été le seul parti politique métropolitain à présenter des candidats à l'élection territoriale de Polynésie française, où il fallait présenter, je me permets de le souligner, 73 candidates et candidats représentant et habitants dans les îles du Vent, les îles sous le vent, les Tuamotu-Gambier, les Marquises et les Australes. Aucun autre parti politique métropolitain n'en a fait autant. Depuis l'élection présidentielle, où j'ai obtenu le score décevant de 0, les journalistes adorent dire ça. Monsieur Asselineau, vous avez obtenu 0, ils articulent très bien. Depuis le 0,92% que j'ai obtenu à l'élection présidentielle au premier tour, et je rappelle que faire 1% des suffrages, si 100% des Français vous connaissent, c'est évidemment pas une très grande performance, mais faire 1% des suffrages, si seulement 5% des Français ont eu le temps de s'intéresser à vous et d'examiner ce que vous disiez, de regarder votre programme, ça veut dire au contraire un score tout à fait remarquable. Tout l'enjeu,
Tout l'enjeu de notre croissance repose sur ce seul et unique problème. Ce n'est pas que nous avons tort, nous avons raison. Ce n'est pas que nos analyses sont mauvaises, ce sont les bonnes. Ce n'est pas que nous ne savons pas les présenter. À chaque fois que je passe ou que l'un des cadres de l'UPR passe dans les médias qui nous ouvrent leurs antennes, nous battons des records d'audience. Ce n'est pas que nous serions démentis par les faits, les événements ne cessent de confirmer depuis 12 ans toutes nos analyses. Non, le seul problème pour lequel nous sommes encore handicapés dans notre croissance, c'est que nous sommes l'objet d'une censure absolument féroce venue des grands médias du système, détenus à la fois par Macron via l'État et par les milliardaires qui ont fait l'élection de Macron. Tout à l'heure, pour ceux d'entre vous, je pense qu'ils sont nombreux, qui ont fait la visite de la France libre à Londres en 1940, votre guide vous a peut-être dit, comme celui que j'avais moi-même, vous a peut-être rappelé que De Gaulle est venu à Londres d'abord et avant tout pour bénéficier de la BBC, c'est-à-dire de l'équivalent de l'Internet de l'époque, puisque toute la presse française taisait l'existence de la résistance, puis a craché continuellement sur De Gaulle. Mais si vous avez bien écouté votre guide, ou s'il vous l'a dit, j'espère, il vous a précisé qu'à partir de 1942-43, il a essayé, s'il vous plaît, il vous a peut-être précisé qu'à partir de 42-43, eh bien, De Gaulle a essayé d'avoir son propre média en installant une antenne de diffusion pour la radio à partir de la capitale de la France libre, qui était devenue Brazzaville, en Afrique, au Congo. Alors, eh bien, nous avons fait pareil. Puisque les grands médias cachent notre existence, font comme si nous n'existions pas. Et le prochain problème, d'ailleurs, que nous avons, c'est le 4 avril prochain, puisque France 2, payée par les contribuables, c'est-à-dire payée par vous, France 2 a décidé que je ne pourrais pas être au débat avec les têtes de liste. Alors, face à cela, nous avons engagé une procédure judiciaire et je suis heureux de saluer la présence parmi nous de Sophie Husson, qui est à la tête du département juridique de l'UPR. Où est-elle, Sophie ? Elle est là. Sophie Husson, qui est avocate et qui a lancé des procédures judiciaires à l'encontre de France 2, dont on essaye de vous tenir informés. Vous savez d'ailleurs au passage que si nous n'arrivons pas à avoir gain de cause le 4 avril au soir, nous serons présents, nous allons appeler à manifester au maximum avec le plus grand nombre de personnes possible devant France Télévisions, en essayant d'ailleurs d'empêcher la tenue de cette réunion, puisqu'il s'agit d'un débat truqué où l'on refuse la parole de ceux qui veulent sortir de l'Union européenne. Pour contrecarrer cela, nous avons lancé, ou plus exactement relancé, redynamisé notre chaîne de télévision UPR Télévision. Grâce à votre argent, nous avons injecté 180 000 € dans la constitution, la création d'un studio de télévision flambant neuf avec des 5 caméras haute définition Panasonic, avec une régie dotée du matériel le plus moderne, avec une table, avec un mur d'écran. Enfin, vous avez suivi tout ceci si vous regardez UPR Télé. UPR Télévision qui, ces jours-ci, va dépasser les 110 000 abonnés, faisant de la chaîne de l'UPR la chaîne d'un parti politique la plus fréquentée de France. Avec, j'en profite pour le souligner, tous les jours désormais à 20 h, tous les soirs,
eh bien, il y a une nouvelle émission de l'UPR TV. Il y a chaque semaine une revue de presse. Chaque semaine, il y a une ou deux interventions de votre serviteur. Mais il y a aussi d'autres émissions. Par exemple, nous venons de mettre en ligne à 20h ce soir un entretien avec un romancier, un essayiste qui s'appelle Benoît Dutertre, qui écrit dans la NRF, qui est publié dans la collection blanche NRF Gallimard, qui a une notice très longue sur Wikipédia, qui a été candidat à l'Académie française. Nous essayons de développer justement des entretiens ou des éclairages de nature culturelle, de nature d'ouverture sur le monde, pour montrer que l'UPR, ça n'est pas seulement un parti politique politicien, c'est aussi une vision culturelle et une vision du monde. Cette chaîne UPR TV a dépassé les 26 100 000 vues cumulées, ce qui est tout à fait considérable. Il vous appartient à toutes et à tous qui êtes ici, non seulement de vous y abonner, c'est gratuit et immédiat, il suffit de cliquer sur la petite cloche qui se trouve en haut à droite de la page concernée, mais de diffuser au maximum autour de vous la connaissance de cette chaîne parce que nous avons remarqué qu'il y a une forte corrélation entre ceux qui regardent la télévision et ceux qui deviennent complètement abrutis politiquement, de la même façon qu'il y a une forte corrélation entre ceux qui ne regardent plus la télévision et ceux qui adhèrent à l'UPR. Je voudrais également préciser que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, vous le savez sans doute, nous sommes devenus désormais, sur Internet, le site politique français le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est le classement Alexa Ranking, filiale d'Amazon, qui nous le signale. Ces jours-ci, ça change tous les jours, mais nous étions, parmi tous les sites politiques français, nous étions au 900e rang français, parmi les dizaines et dizaines et dizaines de milliers, centaines de milliers de sites Internet rien qu'en France. Nous sommes au 900e rang français, premier parti politique. En deuxième, c'est la France Insoumise qui est au 4700e rang. En troisième, c'est le Front National Ripolliné Rassemblement National qui est au 7700e rang. En quatrième, c'est En Marche qui est au 9800e rang. Quant aux Républicains ou au Parti Socialiste, ils ne sont plus cotés à l'Argus. Ils sont en dessous du 50 000e rang en termes d'Internet. Alors les enjeux qui se posent à nous maintenant, c'est de transformer l'essai. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à partir, disons, du début décembre, on a vu d'un seul coup grimper en flèche nos consultations sur Internet, nos consultations sur la chaîne UPR sur YouTube, la chaîne UPR TV, nos consultations sur les réseaux sociaux, notamment nos 2 pages Facebook. Le mouvement des Gilets jaunes est en train de nous dynamiser beaucoup. Un certain nombre d'entre vous nous ont découvert à cette occasion, ce qui prouve à quel point l'élection présidentielle de 2017 a été une élection faussée. Vous savez que j'ai obtenu le soutien d'Étienne Chouard qui appelle à voter pour notre liste comme il le fera lui-même. J'aurai l'occasion dans les prochains jours, dans les premiers jours d'avril, d'annoncer, sinon tout, en tout cas une large partie de la liste que nous présenterons pour les élections du 26 mai prochain, pour les élections européennes du 26 mai prochain. Je vous rappelle que cette liste comportera 79 noms. Je vous invite à réfléchir en conscience à ces élections européennes qui arrivent, parce que ce sont des élections à un tour
Il n'y faut pas avoir de calcul du style « Ah oui, Asselineau, il est très bien, mais je vais voter pour quelqu'un que je n'aime pas, parce que ce quelqu'un que je n'aime pas et qui dit des conneries a plus de chances d'arriver qu'Asselineau au deuxième tour, et je préfère avoir ce type-là plutôt que Macron. » Tout ce genre de trucs, arrêtez, c'est terminé. Là, nous avons un scrutin à un tour. Je rappelle que si nous dépassons... Je rappelle d'ailleurs au passage que les dernières élections législatives auxquelles nous avons participé, que ce soit à Mayotte ou dans l'Essonne, nous avons obtenu entre 1,4 et 1,8% des suffrages. C'est-à-dire une augmentation très sensible. Encore sur le fait que chaque vote va compter. Quand je pense à David, quand je pense à Manon, qui ont obtenu par la seule volonté, par le seul courage, leur seule obstination, qui ont obtenu plus de 30 parrainages chacun, je me dis qu'il faut que tous les Français agissent au minimum de la même façon, en allant voter, en convainquant tous leurs entourages à aller voter UPR à ces élections européennes qui sont pour nous absolument importantes. Et pourquoi ? Parce que si nous dépassons 3% des suffrages, nous serons remboursés des 1 200 000 € que vous avez versés, puisque j'ai lancé une campagne de collecte de fonds le 1er novembre dernier, et nous sommes au bord, nous avons même dépassé maintenant les 900 000 €, c'est-à-dire que plus de 3/4 des chemins est fait. Vous savez, ce succès dans la collecte financière, le succès que nous avons en collant des affiches à travers toute la France, il fait extrêmement peur aux tenants. Nous également l'argent que nous investissons dans la tenue de ces réunions, comme d'ailleurs ici, et également, puisqu'ici vous ne payez qu'un ticket modérateur, si j'ose dire, et également dans les 10 grands meetings que je vais tenir à partir du 5 avril. Ça commence par Strasbourg, des meetings où l'on attend 500, 800, 1000, 1500 personnes. Il faut qu'on se mobilise de façon massive pour montrer aux autres Français que le peuple de France s'est réveillé et veut maintenant faire comme le peuple britannique. Il veut sortir de cette prison des peuples qu'est l'Union européenne. Je voudrais maintenant dire que si, au lieu de dépasser 3%, nous dépassons 5%, nous aurons immédiatement 3 députés qui seront les 3 premiers de la liste, à commencer par votre serviteur. Et je peux vous dire que si nous avons 3 députés à Bruxelles, au Parlement ou à Strasbourg, parce qu'il y a 2 parlements, vous le savez, et vous savez que si je suis député, eh bien, je ne ferai pas comme tous ceux qui sont députés depuis 40 ans, je pense, à LR, naguère UMP.
fois qu'il s'est trompé de vote, c'est par exemple lorsqu'il votait pour les farines animales, pour les OGM, pour l'intervention en Libye. Alors après, il disait « je me suis trompé, il faut que je modifie mon vote ». Sauf que les modifications de vote ne sont pas rétroactives, elles ne servent qu'en fait qu'à la galerie. Comment pouvez-vous faire confiance à des gens qui, depuis 35 ans, 40 ans, 15 ans, n'ont jamais dit le centième ou le millième de ce qu'a dit Nigel Farage au Parlement européen pour obtenir le référendum sur le Frexit? Et pour dénoncer à chaque fois que nous le pourrons, nous pourrons dénoncer la dictature européiste qui se travestit sous les traits de Jean-Claude Juncker. Nous aurons également à notre disposition la chaîne UPR Télévision, où nous ferons des reportages le plus fréquemment possible pour montrer au peuple français les turpitudes que nous voyons au Parlement européen. En bref, eh bien, nous serons là au service du peuple français pour démasquer cette dictature. Télévision seront obligés de se plier devant ce statut de député. En fait, je vous demande tout simplement de vous faire plaisir. Parce que imaginez le 26 mai, au moment où se fermeront les bureaux de vote, au moment où, sur TF1, alors il sera 20h, 21h, 22h, au moment où on apprendra les premiers sondages sortis des urnes, imaginez sur TF1, imaginez la tête jaune, couleur gilet jaune, de Gilles Boulot lorsqu'il dira ça et lorsqu'il se tournera avec angoisse en disant « Cette montée du populisme en France est extrêmement inquiétante ». Qu'en pensez-vous, Bernard-Henri Lévy, que j'ai invité pour nous en parler? Payez-vous ça? Je vais conclure. Notre objectif, contrairement à ce que certains critiques essayent de faire croire, notre objectif n'est pas un objectif monomaniaque,
de vouloir sortir de l'Union européenne et de l'euro uniquement par nostalgie, par xénophobie ou je ne sais pas quoi d'autre. À ce propos, j'ai trouvé hier l'intervention de Madame Lucie, Lucie, j'ai oublié son nom de famille, Lucy Harris, qui a créé, vous avez vu cette jeune femme qui a créé une association désormais à travers tout le Royaume-Uni, lorsqu'elle a dit qu'elle en avait eu assez. Elle en avait eu assez quand elle disait qu'elle allait voter pour le Brexit. Elle en avait eu assez de se faire traiter de raciste. Et elle nous a dit, je ne suis pas... On m'a dit que j'étais raciste, disait-elle. On m'a dit que j'étais xénophobe. On m'a dit que j'étais une idiote. Et elle dit, je ne suis rien de tout ça. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous avons à dire. Nous ne sommes pas racistes. Nous ne sommes pas xénophobes. Nous ne sommes pas nostalgiques. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des imbéciles, au contraire même. Au contraire, j'aurais tendance à dire que l'UPR, grâce à ses analyses, à l'effort d'éducation populaire que nous avons fait depuis maintenant 12 ans, nous avons les militants les plus aguerris, les plus intelligents, ceux qui comprennent le mieux la situation politique en France et dans le monde et qui comprennent le mieux la construction européenne. Si nous voulons sortir de l'Union européenne, c'est parce que nous avons un projet, parce que nous savons où nous voulons aller. La première chose que nous voulons faire, c'est refaire de la France ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire le pays des hommes libres. Nous voulons redonner tout son sens à la démocratie. Nous voulons que les Français cessent de constater la destruction de leurs droits du travail, cessent de constater la diminution de leur niveau de vie. Nous voulons que les Français bénéficient des services publics que les générations antérieures nous ont livrés. Vous savez que je dis souvent, et j'en parle toujours avec un petit pincement de cœur, je pense souvent à mon grand-père qui me disait quand j'étais petit « Tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Eh bien moi je veux que tous les grands-parents et les parents de France puissent dire à leurs enfants ou à leurs petits-enfants « Tu as une chance, tu as de la chance, tu auras une meilleure vie que nous ». Combien y en a-t-il aujourd'hui qui peuvent encore dire cela ? Ce que je veux, ce que nous voulons, c'est que la France, une fois sortie de l'Union européenne et de